Alors, j'ai pas eu le temps parce que normalement c'était le professeur Chahed qui devait venir. Il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, j'ai essayé de faire une petite présentation pour essayer de voir la dermatologie entre histoire et défis actuels, défis futurs. Alors, la dermato, la plupart d'entre vous la connaissent à travers beaucoup plus, comme a dit la collègue El Jamel. Mais en réalité, la dermato, elle est plus que ça. C'est pas que de l'esthétique, c'est pas que le côté visuel qui est important. Il y a le côté également psychique qu'on prend beaucoup en considération. Et c'est des patients qui souffrent énormément. On va essayer de le mettre comme ça. Alors, un peu d'histoire, si on devait reprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la dermato, quand est-ce que ça a commencé, les prémices de la dermatologie sont très anciennes. Ça commence à partir de la période des pharaons. Si on reprend déjà dans les périodes des pharaons, on commençait à s'intéresser un petit peu à la médecine. Et comme la peau, c'est un organe qui est accessible, on peut le voir, les lésions, on peut examiner, on peut toucher. Ce n'est pas comme la cardiologie, ce n'est pas comme les autres spécialités où il faut avoir des explorations. Là, déjà à cette époque-là, on commençait à décrire dans les papyrus, vous allez avoir des descriptions des méthodes de traitement de différentes lésions cutanées, voire des lésions des fanères, des cheveux ou des ongles. Hippocrate également a décrit comment on devait traiter les plaies. À son époque, déjà, il y avait des traités qui rapportaient les moyens de traitement des plaies. On commençait à parler de l'utilisation d'un antiseptique qui était l'eau de mer. On utilisait l'eau de mer pour nettoyer les plaies à cette époque-là. Alors, quel est l'ancêtre du dermatologue? Si on revenait à l'ancêtre du dermatologue, il y a Hérodote. Hérodote, c'est Ibn Battuta en quelque sorte grec. C'est celui qui a beaucoup voyagé chez les Grecs, qui est parti dans différentes contrées. Il a publié Historia. Historia, c'est un livre d'histoire qui reprend ses péripéties dans les différents pays où il est passé. Et là, il rapporte l'Égyptien médecin de la tête. Il y avait une spécialisation, chose rare à l'époque parce qu'on avait plutôt des super généralistes. C'est un guérisseur, un médecin qui traitait tout. Et là, on avait une spécialité qui s'intéressait uniquement au traitement des pathologies du cuir chevelu. Alors, la dermatologie, elle a bénéficié beaucoup de l'expérience française. Il faut dire que avant le dernier siècle, si on reprenait à partir de 1800, les Français étaient au summum de la dermatologie, c'était les meilleurs. La première grande école de dermatologie qui existe jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez la visiter à Paris, c'est l'école de Saint-Louis. Et le premier atlas a été publié par Jean-Louis-Marc Calibert. C'est un atlas de dermatologie avec des images qui étaient dessinées. Ensuite, on a eu Raymond Saboureau qui a contribué beaucoup au développement de la mycologie. C'est un dermatologue qui a fait beaucoup de myco et qui a donné énormément sur ce plan-là. Et vous avez Adida et Chosboe, je dois en parler parce qu'il faut savoir que la maladie dermatophytique, une maladie rare, particulière, a été décrite en Algérie. Ça a été décrit par Adida et Chosboe, qui étaient à l'époque les médecins-chefs au niveau du service de CHU Mustapha. Alors la peau, comme vous le savez, c'est un organe visible, on peut le toucher, on peut le palper, donc il est accessible à l'examen, il reflète donc la santé de la personne, il a un rôle également de défense par rapport au traumatisme, par rapport aux infections. Et si on reprend les pathologies cutanées, elles touchent à peu près 30 à 70% de la population, ce qui veut dire qu'il nous faut des personnes qui s'occupent de ça. C'est un problème si on n'avait pas des personnes qui s'occupaient de ce côté-là. Alors, elle s'intéresse donc à la peau, les muqueuses, les fanères. Elle est souvent associée à la vénériologie. Alors, vénériologie, c'est une spécialité qui s'intéresse aux maladies sexuellement transmissibles. Et quand on a une formation de dermatologue, souvent c'est mixte, dermatologie et vénériologie en même temps. Alors, on va passer par rapport à ça. On va parler un petit peu des domaines actuels de la dermatologie. La dermatologie, comme ont dit mes collègues tout à l'heure, on commence à se spécialiser. Il n'existe plus, à dire, de cardiologue point. Ou de dermatologue point. Il faut avoir une sous-spécialité dans laquelle il faut creuser son chemin et faire ses preuves. Actuellement, si on reprend la dermatologie, elle est classée, on peut faire de la dermatologie médicale. Et dans la dermatologie médicale, ce qui sort le plus, c'est l'oncodermatologie,
prend en charge essentiellement deux pathologies qui sont les lymphomes cutanés, qui sont des pathologies assez fréquentes, mais également les tumeurs cutanées, en particulier le mélanome. Vous avez la dermatopathologie, il y a des DESC, des diplômes d'études spécialisées complémentaires dans différents pays du monde. En étant anatomopathologiste, on peut devenir dermatopathe. En étant dermatologue, on peut devenir dermatopathe. C'est-à-dire c'est une spécialité frontière entre les anatomopathologistes et les dermatologues. Dans les dermatologies toujours médicales, vous avez la dermatologie pédiatrique, c'est-à-dire une spécialité qui va s'occuper uniquement des spécificités chez l'enfant. Et vous avez la dermatoallergologie, qui est en plein essor également, et qui s'occupe essentiellement des pathologies allergiques, mais également des explorations, en particulier les pricks, les patchs, mais également les photopatch tests et les intradermoréactions. La dermatologie chirurgicale, c'est également une spécialité dans la dermatologie qui s'intéresse essentiellement à la prise en charge et le traitement chirurgical des lésions. Il y a des formations qui se font. Par exemple, si vous partez en Europe, vous avez des personnes qui font que de la dermatochirurgie. Ils ne sont pas dermatogénéralistes. Ils font que de la chirurgie dermatologique. Vous avez la dermatologie cosmétique et esthétique. Et c'est ce qui fait en quelque sorte la vision des gens de l'extérieur, même des autres spécialités par rapport aux dermatologues. C'est le médecin qui traite, qui fait de l'esthétique. Alors qu'en réalité, c'est une petite partie de la dermatologie. Enfin, vous avez l'imagerie dermatologique, c'est le grand essor depuis les 5-10 dernières années, où maintenant avec la dermoscopie, la trichoscopie, l'onychoscopie, on arrive à voir à l'intérieur de la peau, sans réaliser de biopsie, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur avec une sémiologie propre et des diagnostics qui peuvent être faits d'une manière assez rapide sans attendre l'examen anapathe. Encore plus, maintenant on parle de microscopie confocale, il y a des centres en Europe, on est encore en retard en Algérie, mais ça permet, à travers des coupes horizontales dans la peau d'un sujet vivant, on n'a pas besoin de faire la biopsie, on n'a pas besoin d'enlever un tissu du sujet, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur avec des coupes vraiment très, très détaillées. Alors, les services de dermatologie formateurs en Algérie. Les services de dermato, il n'y en a pas d'État. Il y a beaucoup de spécialités. Vous pouvez avoir, exemple, à Constantine, on a des services de pédiatrie. Vous avez à Mansoura, CHU, il y a 2 services. Didouche, il y a un service. Si vous reprenez la dermato, il y a un seul service formateur dans tout l'Est algérien. C'est uniquement le service de dermato CHU Constantine. Sur le centre, on a le CHU Mustapha Bebloued à Alger. Vous avez l'HCA pour les militaires, l'hôpital central des armées. Et vous avez le CHU de Tizi Ouzou. Et à l'ouest du pays, il y a 3 centres. À Oran, il y a 2, CHU et EHU, donc l'établissement hospitalier universitaire d'Oran et le CHU d'Oran. Et vous avez le CHU de Tlemcen. Vous voyez qu'au finish, il n'y a que 8 centres formateurs pour toute l'Algérie, ce qui est relativement peu. Alors, service de dermatologie CHU Constantine, ceux qui ont fait des stages à l'intérieur, il y en a qui ont fait des stages ou pas? Personne n'a fait de stage au niveau du service? 2. Donc 3. Donc, au niveau du service de dermato, ceux qui ont fait le stage, c'est un petit service, mais tout de même, on a 32 lits d'hospitalisation, ce qui est pas mal. On a 4 unités, hospitalisation hommes, hospitalisation femmes et enfants. On a une unité de consultation, un hôpital de jour. Pour le cursus, la durée des études, c'est 4 ans, comme pour la plupart des spécialités médicales. En première année, on essaie de leur inculquer les bases de la dermatologie. Alors, une personne qui vient en dermato, il faut savoir qu'elle va être un petit peu dépaysée. Souvent, ils sont désorientés. On a eu beaucoup d'étudiants, dès le départ, qui sont un petit peu perdus parce qu'ils ont appris une méthodologie, une démarche particulière pendant tout leur cursus. Et quand ils viennent en dermato, on leur inculque quelque chose de nouveau, une sémiologie nouvelle. Alors, nous, on se base sur l'inspection, sur la palpation, des lésions élémentaires, choses qu'ils n'ont pas eu l'habitude durant leur cursus à faire. Donc, ça prend un certain temps, on a besoin d'un temps d'adaptation. On les aide durant cette période-là pour essayer de passer ce cap-là. Ensuite, on leur initie essentiellement un raisonnement analytique, on essaie de leur apprendre comment raisonner devant des lésions élémentaires. On a intégré la dermoscopie, on a été le premier service en Algérie à intégrer la dermoscopie, ceci depuis 2016. Et donc, on apprend déjà les bases dès la première année. On apprend les gestes médicaux et chirurgicaux de base. Il y a également, ce qui est important, c'est qu'on les initie à la recherche scientifique. On est parmi les services
on va dire parmi les spécialités, où la recherche scientifique a une importance majeure dans leur cursus. Il faut savoir que dans le carnet de résidents, dans l'évaluation, ils ont besoin, selon l'année, en première année, il a besoin d'au moins faire une communication orale ou affichée. En deuxième année, il est obligé de faire au moins 2, en troisième au moins 3 et en quatrième au moins 4 pour valider son année. Et donc, on essaie de leur donner les outils, on les forme, on les aide à communiquer, que ce soit par des communications affichées ou communication orale. Et on fait des participations aux différentes manifestations scientifiques, aussi bien locales, régionales que nationales. En fin de première année, ils ont un examen qui est sanctionnant, comme vous le savez, pour toutes les spécialités, avec 2 volets, un volet théorique et un volet pratique. Durant la deuxième, troisième, quatrième année, on continue le programme. Là, c'est un programme national, à peu près une 30aine de cours par an. On continue l'apprentissage de la dermoscopie, de la trichoscopie, de l'onychoscopie. Il y a un perfectionnement des gestes médicaux. Et, bien sûr, vous avez toujours les manifestations scientifiques et l'initiation à la publication. On essaie de travailler pour publier, depuis maintenant 3 ou 4 ans, en particulier avec le professeur Chehed. On essaie de faire des publications internationales en anglais. On faisait en français auparavant, mais depuis 3-4 ans, on essaie de faire au moins 1 à 2 chaque année par les résidents. C'est à travers les résidents qu'on implique. Il y a un examen de passage annuel et bien sûr, à la fin des 4 années, vous avez votre DESM, donc le diplôme d'études spécialisées médicales, avec toujours un volet théorique et un volet pratique pour obtenir à la fin le diplôme. Alors, hospitalier et privé, alors c'est le paradoxe. Il y a du côté privé, c'est plutôt esthétique. Quand on fait de la dermato et qu'on veut aller vers le privé, il faut être bien calé en esthétique parce qu'en réalité, la demande est purement, essentiellement esthétique. D'autant dans les grandes villes. Si vous vous installez dans une grande ville, il faut obligatoirement passer par le laser, par tout ce qui est méthode esthétique, cosmétique. Sinon, on ne travaille pas. C'est la réalité. À l'inverse, en hospitalier, c'est autre chose. Ceux qui font l'hospitalier, on est plus proche de la médecine interne qu'autre chose. Donc, on prend en charge des maladies lourdes, des maladies de système, des maladies auto-inflammatoires. On prend en charge d'une pathologie oncologique que personne ne prend, y compris les oncologues. On est plus habitué à prendre en charge ce genre de patients que nos confrères oncologues. Et donc, à la fin, il y a un paradoxe entre le privé et le public. Et ça, c'est des choix personnels. À la fin, quand on fait notre cursus, on arrive à un moment, on se dit, voilà, moi, je suis plus attiré par l'esthétique, je veux faire du privé, je veux partir vers le privé pour le côté pécunier, j'aimerais plus gagner ma vie, gagner mieux ma vie, donc je vais partir vers le privé. Ou bien, je suis plus attiré par le côté hospitalier, malgré le côté, on va dire, financier, qui est pénalisant, on doit le dire, mais vous avez d'autres avantages. C'est que sur le côté hospitalier, vous avez la satisfaction de traiter des pathologies lourdes. Vous voyez le résultat devant vous, la satisfaction des patients. Et également, vous avez une tendance à, pour ceux qui restent dans l'hospitalo universitaire, à aimer l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Chacun a sa façon de voir les choses. Et c'est important de garder en tête ce paradoxe-là. Alors, pour les questions, le plus grand organe du corps humain. Oui, c'est le plus grand organe. Alors, votre classement. Alors, mon classement, là, je n'étais pas du tout bien classé. Il faut revenir en arrière. Moi, j'ai fait un choix. Durant mon internat, on pouvait faire 2 choix, ce qu'on fait maintenant toujours. Soit vous choisissez de faire des services lourds, essayer de travailler et sortir à la fin de votre internat en disant, voilà, je suis pas mal, j'ai appris beaucoup de choses et puis je peux gérer mes patients tout seul. Ou bien vous pouvez laisser de côté 1, 2, 3 services et dire, voilà, je vais laisser ces services de côté et essayer de travailler beaucoup plus mon concours. Moi, à l'époque, j'ai fait les 4 services pleins. D'ailleurs, même mon dernier jour, j'ai fait une garde en gynéco assez mouvementée. Donc, tous les 4 services, je les ai faits pleins et c'est un choix que j'ai assumé. J'ai commencé très très tard ma révision. J'ai commencé à partir quasiment juin. J'ai commencé déjà
à essayer de préparer les différents cours sur lesquels je vais réviser. Je suis rentré, je ne m'attendais pas déjà à avoir le concours dès la première fois parce que je n'étais pas du tout prêt. Malgré tout, je l'ai eu. Bon, finalement, j'étais classé 80. Je me suis dit, voilà, est-ce que je vais prendre ou je vais laisser pour l'année prochaine? J'ai fait ma shortlist, je me souviens très bien, j'ai fait 3 spécialités. J'avais le coup de foudre pour la dermato. Moi, dès le départ, quand j'ai fait dermato, c'était clair. Si je devais refaire, c'est ni la cardio, ni autre chose. La cardio, j'ai fait des gardes en cardiologie à l'époque avec mes amis, et j'ai vu la souffrance de la résidente. Alors là, je me suis dit, ça, c'est pas pour toi, je pourrais pas. Sincèrement, c'était difficile, tout seul à gérer les 2 services plus les urgences. Les malades, c'était des malades où il faut être présent tout le temps. Ils étaient abandonnés, il faut le dire. En cardiologie, c'était l'aîné qui formait celui qui est en dessous et ainsi de suite. Chaque résident formait, le résident aîné formait celui qui est en bas et ainsi de suite. Alors par contre, la dermato, moi j'ai eu le coup de fourbe. J'ai fait un stage, à l'époque il y avait M. Barriot, il est sorti en retraite. Et en faisant le stage, en voyant comment on travaille avec les patients, en voyant les lésions, j'ai eu le coup de foudre. D'ailleurs, les livres que j'ai achetés, c'était principalement mais cette année, c'était des livres de dermato, l'atlas de dermato, etc. Donc, j'étais classé 80, j'ai fait ma shortlist. Alors, dermato, je ne pensais pas que je pouvais l'avoir. Je me suis dit, probablement à 80, tu ne vas pas avoir la dermato. Alors, j'ai mis dermato, j'ai mis en 2e intention maxillofaciale, j'avais mis en 3e position urologie, avec pas trop de conviction. Mais le hasard fait bien les choses. J'ai fait dermato, j'ai pris la dermato en 3e position, il restait encore un après moi, et donc les choses se sont bien déroulées. Avant de faire dermato, je me suis bien renseigné. La dermato à l'époque, c'était pas Constantine, on le faisait à Alger. Je me suis renseigné par rapport aux modalités de formation. Il n'y a personne qui m'a dit tu vas partir sur Alger, ça va être le calvaire. Non, tout le monde m'a dit là-bas, la formation, c'est le top. Et d'ailleurs, je suis parti là-bas et au contraire, c'était magnifique. Pourquoi vous avez choisi la dermato? J'ai répondu quasiment sur la première question. C'était le coup de foudre. Pour moi, dermato, c'était une histoire particulière. Quand est-ce que vous l'avez regretté? Jamais. Au grand jamais, malgré que j'ai souffert. En première année, partant sur Alger, on était un groupe, dermato, rhumato, gastro-entéro, rééducation fonctionnelle. Les 4 spécialités se faisaient sur Alger, donc on était détachés. On était partis en retard, il faut savoir qu'on était arrivés, les gens à Alger ont commencé les cours 1 mois avant nous. Donc quand on était arrivés, on était un petit peu en retard, on devait louer. On a passé les premières semaines très difficiles. Moi, personnellement, j'ai passé des nuits au niveau d'un cybercafé. Je n'avais pas où crécher ou dormir. Mais le plus important, c'est de réaliser nos rêves. Le but, c'était de faire ce que je devais faire. Et donc, à l'époque, je ne l'ai jamais regretté, ni avant, ni maintenant. Peut-être dans le futur, je ne sais pas. Mais pour le moment, non. Combien d'années est celle la plus difficile? Alors, dans la présentation, je vous ai montré ces 4 ans. Auparavant, il faut savoir que la dermato, c'était 3 ans jusqu'à 99. À partir des années 2000, c'est devenu 4 ans. Et l'année la plus difficile, moi, ça a été ma première année. Première année parce que changement total, on est parti de Constantine sur Alger. On devait louer. C'était les conditions, on va dire, sociales qui étaient plus difficiles que l'enseignement. L'enseignement, au contraire, on était très bien, on est rentré rapidement dans le groupe, on était parmi les meilleurs. Et clairement, ce qui était difficile, c'est le changement, devoir changer de ville, devoir changer de contexte, de mode de vie. Ça a été compliqué en première année. Formation au service du CHUC. Alors, je ne vais pas me jeter de fleurs ou jeter des fleurs sur Chehed, vous le connaissez. On a un service qui est pas mal, on forme très bien nos résidents, alhamdoulilah. Je pense que ça, c'est ce qu'on nous a appris à Alger. Moi, quand je suis parti sur Alger, il faut savoir que nos profs, c'était des sommités à l'époque, c'était des gens qui étaient, pour certains, des ex-ministres. Donc, c'était des pointures. Malgré tout, ils avaient leurs portes toujours entrouvertes. Jamais
Au contraire, quand on avait un problème, on frappait à leur porte, on rentrait, que ce soit d'ordre problème pédagogique, scientifique ou même social. Ils nous aidaient dans tout. Ils étaient très exigeants, ils nous demandaient toujours plus, de travailler encore plus, mais sur le côté porte ouverte, c'était toujours porte ouverte, ils étaient toujours à l'écoute. Chose qu'on n'avait pas l'habitude plutôt à l'époque ici à Constantine. Et ça nous a marqué. Et quand on est revenu sur Constantine, il faut reprendre déjà de la période de Soumiya, Madame Barou Rabbi Yarhamha. Donc, elle a gardé cette attitude-là. C'est qu'on est toujours ouvert à nos résidents, à nos étudiants. On ne discute pas d'aînés à résidents, mais on discute, on va dire quasiment on est proche. On discute parce qu'on a vécu des choses un petit peu particulières et ça a changé beaucoup de choses. Donc, pour la formation au service, je crois que c'est une bonne formation. Aussi bien d'ordre théorique que pratique, les cours se font. On a des cours qui se font réellement. C'est pas, vous allez avoir les trentaines de cours par année qui se font. Chaque année, il y a un chargé d'enseignement. Pour le côté pratique, l'enseignement pratique, il se fait au jour le jour. Donc, ceux qui sont venus au service ont vu comment on travaille. Et donc, pour la formation, ça se fait d'une manière assez bien. Je peux dire pour la dermato au moins, elle se fait d'une manière assez bien. Alors, l'ambiance au service de dermato CHUC versus ailleurs. Bon, je ne sais pas ailleurs, mais je n'ai pas testé les autres services pour vous dire l'ambiance, comment ça se passe ailleurs. Mais en dermato, il faut dire qu'il y a une bonne ambiance. Il faut avoir un certain degré de sévérité. Sévérité quand on dit dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Et ça permet aux gens de travailler. On peut dire ce qu'on peut dire par rapport aux examens, par rapport à ce que vous faites comme examen. Si on n'a pas d'examen, on ne va pas se casser la tête à lire et à relire nos documents, nos cours, etc. L'examen nous pousse à travailler. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, l'examen, sa manière, ses modalités, ça, c'est autre chose. Il y a des lacunes, il y a beaucoup de problèmes. Je pense que l'évaluation, elle est pas bonne. Mais le fait de pousser les gens à travailler, ça, c'est important. L'ambiance au service, elle est relativement bonne, comme on était, exemple, à Alger ou comme à Oran. Donc, par rapport au service de dermato, si on compare le service de dermato Constantine par rapport au service à Alger, maintenant, exemple CHU Mustapha, que je connais très bien, ou voir les CHU HU Oran, je pense que l'ambiance est la même. Aussi bien, c'est la même école. Il faut dire que les aînés, les médecins-chefs sont issus tous de l'école d'Alger. Et donc, ils ont tous la même méthodologie. Et au finish, là où vous êtes, soit à Constantine, soit à Tizi, soit à Alger, soit à Oran, l'ambiance va être la même. Le niveau en Algérie. Alors, c'est une question un petit peu difficile. Alors, pour évaluer le niveau en Algérie, on a différents paramètres. Alors, première des choses, si on essaie de reprendre par rapport au niveau de la formation en elle-même, je peux dire qu'elle est très bonne. Au contraire, qu'elle est parmi les meilleures. Si on la compare, moi j'ai fait des stages en France ou en Allemagne. Si on compare notre formation par rapport à la formation qui se fait en France ou en Allemagne, on a une formation qui est aux normes, qui est aussi équivalente à ce qui se fait en France ou en Allemagne. On est peut-être meilleur dans la clinique, mais eux sont meilleurs que nous dans le côté logistique, c'est-à-dire sur le plan investigation, exploration, etc. Ils ont des plateaux techniques meilleurs qu'en Algérie. Deuxième paramètre, si on essaie de voir nos résidents qui sont partis à l'étranger. On a beaucoup de résidents sur les dernières années, mais bien avant, qui sont partis, qui ont eu la PAE, qui sont actuellement en France. Certains sont déjà installés. Et donc, le fait qu'ils aient déjà cette PAE, ça veut dire que la formation, elle est bonne. Alors, pour les sous-spécialités disponibles, j'ai un petit peu répondu à cette question dans la présentation. Maintenant, en France, si vous partez en France en particulier, même aux États-Unis, on ne peut pas être dermatologue, point. Il faut avoir une sous-spécialité. Exemple, en France, vous avez des laséristes, dermatologues qui font uniquement du laser. Vous pouvez avoir des oncodermatologues. On a des centres, exemple le centre de Lyon d'oncodermatologie, c'est un centre référent dans l'Europe. Vous avez des centres, exemple de dermatopathologie. Le centre de Strasbourg, c'est le numéro 1 en Europe. Donc, il faut
aller dans un créneau donné. C'est ce que nous a appris auparavant. Vous prenez le généraliste. Généraliste, il sait beaucoup de choses, d'accord? Plutôt, il sait peu de choses sur beaucoup de pathologies. Plus on se spécialise, plus on sait beaucoup de choses sur une petite partie de la spécialité. Et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut plus rester généraliste en dermatologie, il faut choisir un créneau et essayer d'être performant dans ce créneau-là. Est-ce que c'est une spécialité médicale pure? Non, du tout, puisqu'on fait de la chirurgie. Donc, il y a une composante chirurgicale, vous faites des biopsies, vous allez faire de l'interventionnel. Interventionnel égale tout ce qui est laser, carboxythérapie, tout ce qui est mésothérapie, etc. Donc, ce n'est pas qu'une spécialité médicale. Vous avez le côté interventionnel qui est également important et l'imagerie qui commence à devenir de plus en plus intégrée dans la dermatologie. Alors, avantages et inconvénients de la spécialité. Avantage de la dermato, si vous reprenez la dermato d'une manière générale, eh ben, c'est une spécialité on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour commencer. Donc, quand on veut faire de la dermato, comme je dis à mes résidents, généralement, vous voulez faire de la dermatologie, vous avez besoin d'une chaise, d'une table et d'un bon éclairage. Et ça vous suffit. D'accord? Donc, on voit les lésions, on inspecte, on palpe, on percute, on n'a pas besoin d'avoir des moyens importants pour faire le diagnostic, du moins au départ. Maintenant, par rapport aux inconvénients, je dirais que l'esthétique, pour moi, c'est un avantage pour la spécialité parce que ça permet de changer un petit peu de la pathologie, mais c'est également un inconvénient parce que quand on met l'esthétique au premier plan, on sort un petit peu du médical. On rentre beaucoup plus dans quelque chose qui est, on va dire, dépendant du bon vouloir du patient. Parce que le patient va venir, va demander telle chose. Vous allez lui donner telle chose. Est-ce que la chose que vous allez lui donner est réellement médicale? C'est ça la question qu'il faut toujours se poser. Je m'explique. Une femme, elle vient, elle vous dit, voilà, je vais changer, j'ai des signes de vieillissement, je vais gonfler mes lèvres, je vais faire de l'acide hyaluronique, je vais enlever un petit peu les rides, je vais mettre du botox, etc. Dans certains cas, c'est médical. Vous avez un aspect qui vous dit, voilà, cette personne-là, oui, on peut l'améliorer, il y a du côté médical un photovieillissement, donc il y a une indication. Et dans beaucoup de cas, malheureusement, il n'y a aucune indication. C'est une personne qui a une dysmorphophobie, elle veut ressembler à telle actrice, elle veut ressembler à telle personne. Et en venant demander telle chose, eh ben, on sort un petit peu du côté médical. On sort vraiment du côté médical et on rentre dans quelque chose d'autre. La pathologie la plus difficile à traiter, les lymphomes. Alors, sans grande réflexion, c'est vraiment les lymphomes. Les lymphomes cutanés, c'est quelque chose d'assez difficile à traiter. Parce que tout simplement, bon, on les traite, on obtient des rémissions, ensuite, par la suite, on voit la progression de la maladie. Ce n'est pas comme les autres pathologies oncologiques, vous ne voyez pas la progression. Vous voyez le patient, il est en train de maigrir, etc. Nous, on voit les tumeurs. C'est des patients qui commencent à installer des tumeurs, son faciès se déforme, etc. C'est quelque chose que vous voyez la souffrance du patient. Et ça, c'est hyper difficile à gérer. Donc, surtout quand vous vous habituez au patient, il y a une relation médecin-malade qui s'installe, et ça, c'est hyper difficile. Alors, celle la plus difficile à accepter pour le patient. Alors, en dermato, ça dépend des patients. On peut trouver un patient qui a des lésions très affichantes, des lésions très étendues, et il vient pour autre chose. Il ne vient pas pour la lésion qu'il présente. Moi, j'ai des patients qui rentrent dans ma consultation. Ah, vous êtes venu pour l'acné? Non, je ne suis pas venu pour l'acné. J'ai un problème au niveau de l'angle. À l'inverse, on a des personnes qui ont un petit bouton. Exemple, prendre l'acné, un tout petit bouton, et vous dit que je ne suis pas parti à l'université pendant une semaine. Je ne vais pas partir à l'école par rapport à ça. Donc, ça dépend du retentissement psychique qu'a l'affection sur les patients. Et donc, toutes les affections dermatologiques, il faut savoir que dans les études, les affections dermatologiques, c'est parmi les affections qui entraînent un retentissement important sur la qualité de vie, quelle que soit la pathologie, de la plus simple, la plus banale, à la plus complexe. Maintenant, ça dépend du patient qui est devant vous, ça dépend de sa
personnalité, est-ce qu'il a une forte personnalité ou pas? Alors, le cas le plus grave. Le cas le plus grave que j'ai eu, ou de façon générale? Le cas le plus grave que j'ai eu, moi personnellement, que j'ai mal vécu, c'était la perte d'une patiente lupique. C'est une patiente qui avait un lupus érythématosystémique, qui était très bien, qui était contrôlée. Et elle avait 16 ans. Donc on l'avait perdue bêtement parce que tout simplement, le système de santé algérien ne fait pas ce qu'il devrait faire. On l'a fait sortir, elle était bien en rémission. Elle a installé une hémorragie digestive. Elle est partie aux urgences dans une autre ville, c'était pas sur Constantine. On leur a dit, voilà, il faut aller revenir chez votre médecin. On l'a mise dans une voiture. Donc c'était une voiture qu'ils ont louée, même pas une ambulance. On l'a envoyée jusqu'à chez nous et quand elle est venue décédée. Donc malheureusement, c'est le système algérien. Qu'on le veuille ou pas, on a beaucoup de lacunes. On a beaucoup d'éléments positifs, mais il y a également beaucoup de lacunes. Et pour moi, c'est le cas qui m'a le plus marqué, parce que c'est une patiente qu'on aurait pu sauver, probablement qu'elle avait fait une hémorragie digestive, qu'on pouvait contrôler facilement dans les urgences, l'envoyer toute seule, sans même pas une ambulance médicalisée, c'était pas logique, c'était pas normal. Alors, une anecdote par rapport à la dermato. Je vais essayer de réfléchir, je ne me suis pas préparé. Alors, en dermatologie, oui, je vais reprendre en deuxième année. En deuxième année, j'ai eu mon prof, il m'avait demandé, j'avais un patient qui avait une dermatite atopique sévère, on avait mis sous traitement, il ne répondait pas très bien, on avait mis sous, à l'époque, un immunosuppresseur. Il m'avait dit, allez, Mansoul, tu le mets sous un deuxième médicament. C'était un deuxième immunosuppresseur. Et à l'époque, moi, j'ai lu, j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé que l'association n'était pas bonne. Il y avait beaucoup d'interactions, donc je n'ai pas mis le patient sous ce deuxième immunosuppresseur. Est venue la visite, on faisait la visite. Allez, il m'a dit, comment il va le patient? Je lui dis, voilà, il est stationnaire, vous avez commencé le deuxième immunosuppresseur? Écoute, monsieur, je n'ai pas encore commencé, parce que j'ai trouvé qu'il y a une interaction, etc. Alors, il m'a dit, alors Mansoul, tu prends tes affaires et tu retournes à Constantine. donc à l'époque, j'ai essayé de... Non, il m'a dit, tu as désobéi, je t'ai demandé de faire, mais monsieur... J'ai trouvé une interaction, on ne peut pas... Non, je t'ai dit de le mettre, il fallait le mettre. Tu prends tes affaires et tu retournes. Je ne veux rien entendre. Je suis sorti. Ensuite, à la fin de la visite, il est venu, il m'a dit, c'est bien ce que tu as fait. C'est bien d'avoir fait la recherche, d'avoir trouvé qu'il y avait peut-être une interaction. Mais il fallait m'en parler avant. Il ne fallait pas prendre la décision tout seul. Il fallait me dire à l'avance, voilà monsieur, j'ai trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas durant la visite qu'il faut faire ça. Donc, j'ai eu la frousse de ma vie parce que lui, quand il disait quelque chose, il l'appliquait. Hein. Quand il disait à quelqu'un, vous prenez vos affaires et vous partez, il l'a fait. Beaucoup sont partis. Alors, les développements... Quoi? Non, il me connaissait. Parce qu'on connaît les personnes. À la langue, on connaît les personnes. Quand on sait qu'une personne a fait ça d'une manière, on va dire, innocente et d'une manière correcte, bon. Par contre, pour d'autres personnes, ça a beaucoup moins bien marché. Le développement récent qui rend la spécialité passionnante. Alors, la dermato, ça change énormément. Donc, il faut dire que c'est parmi les spécialités où vous allez avoir un changement qui se fait. Donc, si on dort pendant 6 mois, vous vous réveillez, tout a changé. Donc, il faut être toujours à la page, toujours lire et essayer de suivre les nouveautés à chaque fois. Alors, les développements récents, c'est essentiellement d'ordre thérapeutique, mais également d'ordre diagnostique. Alors, d'ordre diagnostique, on en a parlé, c'est la dermoscopie, trichoscopie, onychoscopie. La microscopie confocale, ça révolutionne actuellement la dermatologie. Parce qu'on arrive, ce qu'on voit cliniquement, on arrive à le voir in situ, sans faire de biopsie chez le patient. Et ça a beaucoup changé la spécialité.
Ensuite, vous avez sur le plan thérapeutique, il y a beaucoup d'avancées, en particulier sur le plan immunothérapie et biothérapie. Actuellement, on a des pathologies qui étaient considérées comme incurables il n'y a pas si longtemps et qu'on arrive à gérer très facilement maintenant ailleurs et qu'on commence à gérer de la même manière en Algérie. Il faut savoir que ces thérapies-là, on commence à les avoir maintenant. Donc que ce soit dans le mélanome, que ce soit dans les pathologies auto-inflammatoires, en particulier si vous reprenez le psoriasis, il y a une révolution dans le pso, dans la dermatite atopique et dans les urticaires. Donc il y a beaucoup d'avancées et il y a des thérapies qui viennent pour la pelade et le vitiligo, maladies qu'on considérait quasiment impossibles à guérir pour ceux qui ne répondaient pas. Maintenant avec les nouveaux traitements, les anti-JAK, il faut dire qu'il y a beaucoup d'espoir pour ces patients-là. Une spécialité légère. 3 points, ce n'est pas si léger que ça. Qu'est-ce qui peut être le souci? Ce n'est pas du tout léger. Alors, il faut enlever ça de vos têtes. Si vous gardez en tête que la dermatologie, c'est une spécialité légère, c'est une fausse idée. Il faut savoir que le programme, il est lourd. Vous allez avoir à peu près, pour le programme des 4 ans, vous allez avoir 120 à 140 cours à faire. C'est des cours qui sont faits, ce n'est pas comme d'autres spécialités, vous disent voilà, programme et vous avez votre examen. Chaque cours doit être fait, doit être préparé. Les examens sont faits de manière, on va dire, stricte. Vous avez des examens de passage, des examens de première et de quatrième année. Et ce qui est léger, ce qui vous paraît léger, c'est l'idée que vous avez si vous sortez de la bulle. On est dans la dermato. On sort de la dermato, elle vous paraît légère parce que vous vous dites, voilà, c'est une spécialité, ils vont traiter de l'acné, de l'hémycose, chute de cheveux, donc on n'a pas de stress, on n'a pas de ça et de ça. Il faut voir nos résidents, il faut parler avec nos résidents et résidentes et vous allez voir le stress qu'ils ont. Parce qu'au service, c'est des malades lourds. Je vous ai dit, c'est de la pathologie oncologique, c'est des pathologies, des maladies de système. Et donc, les décès, on en a. Durant les gardes, le résident, il court tout le temps. On ne le prend pas au sérieux parce que dermato, quand il appelle la réanimation, ah la dermato, bon, on le laisse de côté, c'est pas très grave, on va voir ailleurs. Donc, il faut voir les malades qu'on a, c'est oublier l'idée que c'est léger. Du tout, du tout, du tout. C'est parmi les spécialités les plus difficiles à réaliser. Je dirais, elle est moins chargée sur le plan garde, moins chargée sur le plan, on va dire, astreinte, etc. Mais sur le plan charge de travail, il n'y a pas de différence entre elle et la médecine interne. Les opportunités de carrière après le DEMS. Alors, après le DEMS, alors, soit vous restez ici, alors vous avez votre service civil. Alors, service civil, ça dépend des régions, ça peut aller de 1 année jusqu'à 3 ans, je ne sais plus, maintenant 4 ans ils ont enlevé, je pense. Mais si vous faites votre service civil, vous ne pouvez pas vous installer avant de faire le service civil. Le service civil est obligatoire pour toute spécialité. Donc, vous faites votre service civil, vous pouvez vous installer juste immédiatement. Sinon, vous pouvez faire une carrière hospitalo-universitaire. Il y a des concours de maîtrise qui se font de manière régulière et vous pouvez choisir de continuer en milieu hospitalo-universitaire pour ceux qui aiment l'enseignement et la recherche. Pour ceux qui veulent partir à l'étranger, c'est parmi les spécialités les plus prisées dans les pays du Golfe. Alors, quand on veut partir au Golfe, en étant dermato, c'est le plus simple. D'accord ? Il y a toujours des postes de dermato. Par contre, c'est de l'esthétique. Il faut vraiment vouloir et aimer l'esthétique. Donc, que ce soit aux Émirats, en Arabie Saoudite ou même au Qatar actuellement. Donc, c'est plutôt ça. En Europe, en Allemagne, c'est facile. Beaucoup de nos collègues qui sont sortis, ça a été facile, il faut maîtriser la langue. Ensuite, chez eux, ce n'est pas un examen, c'est juste avoir l'approbation d'un médecin-chef de service. Et une fois qu'on maîtrise la langue, l'approbation du médecin-chef, vous rentrez directement dans la spécialité. En France, il faut passer par la PAE, c'est compliqué. Ceux qui veulent faire une carrière en France, ils ne doivent pas choisir dermato. Choisissez plutôt réa, psychiatrie, etc. C'est des spécialités où vous allez avoir beaucoup de postes ouverts, cardio. Il y a beaucoup de postes ouverts et donc vous avez plus de chances de pouvoir décrocher un poste là-bas. La dermato, ils ouvrent 1 à 4 postes maximum. Donc ce n'est pas beaucoup. Donc c'est très difficile d'obtenir le privilège de faire ça. Mais ça reste des choix. Chacun a ses choix. Donc, celui qui veut rester en Algérie,
il a les deux possibilités, privé, public. Privé, moi je ne suis pas trop pour immédiatement après le service civil, il faut avoir un petit peu d'expérience. Ensuite, le cabinet, qu'on le veuille ou pas, il vous prend du temps. Donc, cabinet, pour faire du privé, il faut être présent de 9h, soi-disant, jusqu'à 4h, chaque jour, les week-ends le samedi, et ça sur 2-3 ans, le temps de faire une réputation, de vous faire un nom. Et ça vous prend beaucoup de temps quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de vous former, de faire des formations. Et là, le cabinet, ça va être un boulet que vous allez traîner. Le public, il a ses lacunes. Sur le côté financier, on avait dit, c'est vraiment, la différence est énorme. Ce qui a été dit par mes collègues, c'est vraiment entre le privé et le public, c'est un gouffre. Par contre, si vous faites le public, il y a des satisfactions qu'on a par rapport au fait qu'on se forme. Chaque jour, on apprend. On n'apprend pas uniquement avec les aînés, on apprend avec les résidents. Des fois, c'est le résident qui vous apporte quelque chose. Durant la discussion, il vous donne une idée d'une manière comme ça. Et oui, l'idée, elle est correcte. Oui, c'est vrai. Et donc, on apprend chaque jour et on commence... on approfondit un peu plus nos connaissances en dermatologie chaque jour. Reste l'étranger. L'étranger, ça dépend des choix, ça dépend du mode de vie que vous voulez avoir. Partir en France, c'est bien, vous allez bien. Moi, personnellement, j'ai fait des stages, c'est intéressant, ça vous permet de voir une autre vision de la spécialité, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles choses. Mais est-ce que vous serez adapté à vivre là-bas? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Parce que là-bas, c'est un mode de vie différent. Le résident en France, exemple, il travaille quasiment toute la journée, c'est pas comme nous. Vous partez à 8h, vous repartez à la maison. Moi, j'ai vu, en travaillant là-bas, vous terminez à quasiment 17h. 17h, vous avez les dossiers. Vous codifiez les dossiers. Des fois, on codifie les dossiers jusqu'à 21h. Donc, à 21h de l'hôpital. Le lendemain matin, rebolote. Vous retravaillez à 8h. Et ainsi de suite. Les week-ends, un week-end sur deux, vous êtes pris. Donc, vous avez côté temps. Le temps, vous allez perdre beaucoup de temps là-bas. Donc, par rapport à votre vie personnelle. Et deuxième des choses, c'est par rapport à votre vie future. Quand vous êtes marié, quand vous allez avoir des enfants, commencez à réfléchir autrement. L'éducation de vos enfants, est-ce que vous allez vouloir avoir une éducation à l'algérienne ou avoir une éducation à leur façon? Et ça, il faut vraiment y réfléchir avant d'y aller et de revenir après 3 ou 4 ou 5 ans. D'accord? Les difficultés à rencontrer avec les patients. Application de n'importe quoi sur les lésions. Alors, les difficultés avec les patients, c'est le relationnel, médecin-malade. Il faut dire que nos patients, ils sont assez difficiles. Et ils sont plus difficiles quand les lésions sont visuelles, c'est-à-dire ils les voient. Si vous traitez quelque chose que le patient ne voit pas, il ne va pas venir réclamer. Il ne va pas vous dire oh oui, la quantité de liquide au niveau du péricarde a augmenté, a diminué, il ne le voit pas. Par contre, en dermato, vous donnez un traitement, il voit le résultat. Il est exigeant par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, apprendre à dialoguer avec les patients. Et ça vient avec l'expérience. Il y a des gens doués, il y a des gens, ça vient doucement. Mais il faut apprendre à dialoguer avec les patients. Ensuite, essayez de vous imposer. Dans certains cas, moi, avec les sujets âgés, j'aime bien discuter. Comme قال لك بودغان نشيخوا نحكيوا ainsi de suite. Ça les met en confiance et ça les fidélise par rapport au traitement. À l'inverse, il y a certains patients, il faut être rigoureux, il faut être dur. Il faut vous imposer pour qu'il fasse le traitement, sinon il ne va pas faire. D'accord? Alors, application de n'importe quoi sur les lésions, on en voit de tout. Nous, avant d'arriver chez le dermato, comme je le dis auparavant dans mes cours, le patient, avant de venir chez vous, il est passé par... il passe chez... Pas les médecins, passe par traitement traditionnel, YouTube, j'ai vu une vidéo, voilà, je vais tenter telle chose, il y a sur Facebook, sahabti gatli, voilà, telle chose marche bien. Donc, quand il vient chez vous, c'est la catastrophe, vous n'arrivez plus à identifier qu'est-ce qu'il avait au départ, tellement il a mélangé les choses.
Et donc, ça vient dans l'éducation. Malheureusement, le contrôle en Algérie, on n'a pas encore un contrôle optimum des réseaux sociaux. Par exemple, en France, pour parler de médicaments, de produits qu'on applique, etc., on n'a pas le droit de le faire de manière explicite, en citant les marques, etc., sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, etc. Normalement, tout ce qui peut être dangereux pour la santé doit être prohibé. Donc malheureusement, en Algérie, on fait de tout et de n'importe quoi. C'est de la publicité pour la plupart du temps mensongère. Et il faut gérer ça avec les patients. La recherche scientifique, et c'était quand votre premier article scientifique? Moi, j'ai commencé tôt. Alors, pour les articles scientifiques, quand on était à Alger, on nous a poussé dès le départ. On avait nos profs, je vous ai dit, la porte était entrouverte. Eux, c'était des pointures. Ils avaient beaucoup publié, y compris dans des revues prestigieuses telles que le New England Journal of Medicine, etc. C'était des personnes qui étaient attirées vers la recherche. Donc, on a commencé très tôt. Moi, ma première communication, je l'ai faite en première année résidente. Quand j'étais résident en première année, j'ai fait ma première communication. Ensuite, premier article scientifique proprement dit, je l'ai fait en étant d'UMSiste. Dès que j'ai terminé mon DEMS, j'ai fait mon premier article. Maintenant, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Il y a des services où la recherche est quasiment absente. On se base sur la prise en charge du patient hospitalier, ce qui est important dans la formation. Il y a des services qui se basent sur la prise en charge hospitalière, bien sûr, c'est important, mais le côté scientifique a également sa place. En dermatologie, si on reprend tous les services en Algérie, c'est le même principe. Tous publient, tous font beaucoup de recherches. On a participé à des études sur l'utilisation de certains médicaments sous l'égide du ministère de la Santé. Et donc, on fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Pour ceux qui aiment la recherche, la dermato, je vous dis, c'est une bonne chose. Un conseil pour ceux qui veulent faire la dermato. Alors, pour ceux qui veulent faire la dermato, venez au service. Ne jamais décider de faire une spécialité si vous n'êtes pas dans le bain. Partir, voir comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont jamais vu, j'ai vu qu'il y a 3 ou 4 uniquement qui ont fait un stage en dermato. Il faut venir, voir comment on travaille, voir comment on forme, voir le type de malade qu'on prend en charge. Et ça vous donnera une idée. Est-ce que je veux faire ça? C'est mon futur à moi? Ou plutôt vous dites, voilà, bon, ça c'est pas du tout pour moi. D'accord? Ça, c'est valable pas uniquement pour la dermato, c'est valable pour toute spécialité. Ne prenez pas de décision par rapport au fait, ça c'est la spécialité que les premiers font. Oubliez cette idée-là. D'accord? Réfléchir sur le principe, moi, qu'est-ce que je veux? Dans quelle spécialité je me sentirai bien? C'est ce qui est important. Ce n'est pas la société, dans l'entourage, les parents veulent que vous deveniez exemple tel ou tel. Ça, ce n'est pas important. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et pour avoir l'idée de ce que vous voulez faire, il faut faire au moins quelques jours, venez quelques jours dans le milieu, assister au staff, au colloque, voir comment ça se fait, comment se font les visites, parler aux gens qui ont fait 2-3 ans de spécialité. Et ça va vous apporter des arguments pour ou contre le fait de faire de la dermato. Wesh yigoulou. Alors, wesh yigoulou, ça va être des clichés à la balayée, ça va être des captures, des commentaires, vous dites, alors, yigoulou, dermato mahboubat الماجورات اللي دعاو لها بالخير دير dermato. Alors, c'est vrai, bon, si on compare par rapport à les autres spécialités, dermato, elle a son charme, elle a son côté à elle. Donc, vous faites de tout, vous n'êtes pas médical 100%, vous êtes chirurgical, vous êtes interventionniste, vous êtes à la fois, vous faites de l'imagerie, vous êtes un mélange de tout, donc c'est innovant. Ça n'a pas été toujours le cas, ce n'était pas la spécialité des majors de promo. Alors, major de promo à mon époque, c'était la gynéco et la cardio. C'était les deux spécialités qui étaient considérées comme les 20 premiers quasiment. Il faut être dans les 20 premiers pour faire gynéco et cardiologie. D'accord? La dermato, dans mon époque, c'était une spécialité deuxième plan. Elle venait, exemple, maxillo. Les postes de maxillo étaient pris avant la dermato, pour vous dire.
Peut-être le fait est qu'on ne la faisait pas sur Constantine, on devait partir ailleurs pour la faire. Peut-être également le fait qu'il y avait beaucoup de femmes. Hein. C'était toujours les filles qui étaient classées premières et les filles ne partaient pas, elles restaient peinards à la maison, elles ne voulaient pas partir sur Alger. Mais pour la spécialité, certes, maintenant, on a essentiellement des personnes qui sont très très bien classées. Je pense que c'est double. La formation d'une part, je pense qu'ils se donnent le mot, la formation elle est bonne. Et d'autre part également les perspectives d'avenir. Ils voient également un dermato, ça nous ouvre différentes portes par la suite. C'est pour ça qu'ils choisissent la dermato. Qui dit dermato, dit dawa, hania, ni garde, ni pronostic vital. Dermato, alors, hadi, du tout, vous l'oubliez. On a beaucoup de malades lourds, beaucoup de décès, on a beaucoup ça. Si vous reprenez les patients, les décès, on a beaucoup de décès parce que tout simplement, on prend des pathologies assez lourdes. Les lymphomes, vous avez tout ce qui est maladie bulleuse auto-immune, en particulier les pemphigus, qui décèdent souvent par des chocs septiques. Vous avez des pathologies comme les toxidermies sévères, les DRESS, les Steven-Johnson, et vous avez les maladies de système. Les maladies de système, vous savez qu'à n'importe quel moment, elles peuvent décompenser. Donc, en plus, je vous ai dit qu'on n'est pas aidé par nos collègues. Quand on est en dermato, quand vous appelez les autres spécialités, vous avez besoin de leur aide pour un patient qui décompense, etc. À dermato, je le laisse en dernier. Et quand ils arrivent, souvent, ils sont choqués. On a appelé, mais vous n'êtes pas venu à temps. D'accord? Donc, oubliez ça. Les gardes, ils ont beaucoup de gardes. Quasiment, vous allez avoir une garde, on va dire, à une certaine période, c'était une garde chaque 5 jours. Maintenant, ils sont un petit peu plus nombreux. Ils font quasiment une garde chaque une dizaine de jours. Vous avez 3 gardes par mois. Les astreintes, il y a beaucoup d'astreintes. Les consultations, une consultation par semaine. Et vous avez une journée où vous allez faire les gestes, les biopsies. Donc, c'est assez chargé. Dermato, le luxe. Alors, le luxe, quand vous sortez, quand vous décidez de faire de l'esthétique, ça devient du luxe. Et ce n'est pas si facile que ça. Pour faire de l'esthétique, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être bien formé. En Algérie, on ne les forme pas pour l'esthétique. Notre cursus, il est essentiellement médical. On a des cours sur le laser, sur le peeling, etc. Mais on n'a pas de pratique. La pratique du laser, la pratique du peeling, on a fait moi personnellement. Moi, j'ai fait des formations, soit à l'étranger, soit essentiellement à l'étranger. Il y a une formation maghrébine pour le laser, et des formations à l'étranger, des DU, des diplômes universitaires qui vous permettent de maîtriser ces techniques-là. Mais faire ces techniques et décider de faire de l'esthétique, c'est un autre monde. Vous allez oublier la médecine, traiter la médecine à côté, et vous allez commencer à travailler selon les dires du patient. Le patient IJ, ce n'est pas vous qui décidez, parce que le patient, quand il vient, il veut telle chose. Moi, je veux ça. Est-ce que vous allez me le donner ou pas? C'est ça la question. D'accord? Qui dit la dermato dit la belle vie. Bouf, la belle vie. Comparativement avec d'autres spécialités, peut-être. Si on compare, exemple, un réanimateur pendant ses années de résidanat et un dermatologue, c'est sûr que le dermato, c'est mieux que la réanimation, il court beaucoup. Si on le compare par rapport à la cardio, on est moins stressé que les cardiologues, ça c'est sûr. Dans la vue future, la même chose. Soit si vous choisissez le privé, généralement vous gagnez bien votre vie. C'est une spécialité qui rapporte bien. Ce n'est pas une spécialité, on va dire, que vous n'allez pas travailler, vous allez travailler. D'accord? يقولوا باللي dermatologie la spécialité encore de luxe, متفاهمين هذه luxe اتفاق. يقولوا dermato luxe plus repos. Donc le même physique. Oui, peut-être. Dermato means lots of money and luxury life without effort or stress. Donc, première année, beaucoup de stress, parce que vous allez changer j'ai eu des résidentes, moi, parce que je suis très proche de mes résidents, j'ai eu des résidentes où je devais les ramener de la maison, parce qu'elles avaient décidé de démissionner. Donc, c'est lourd, c'est difficile, surtout quand tout change. Vous êtes dans votre zone de confort, vous n'avez pas de dermato avec un stéto, vous n'avez pas de dermato avec un marteau pour faire les réflexes, vous n'avez pas de dermato. Donc,
quand ils viennent, ils ont une sémiologie nouvelle, des cours très difficiles, la physio cutanée, elle est très complexe. Donc, ils ont du mal et elles ont du mal à s'adapter les premiers temps. Donc, le stress fait lots of money, probablement. Ensuite, without effort, non. Dans la vie, on n'a rien sans effort. Il faut toujours faire des efforts. Il faut travailler, lire beaucoup, faire beaucoup d'efforts pour être le meilleur. Vous n'allez pas vous satisfaire pour faire n'importe quoi. Pour être très performant, être bon, un bon dermatologue, ça vous demande des efforts. La même chose, money with less effort, donc c'est toujours des clichés qui sortent. Easy money, alors easy money, j'aimerais bien. Easy money, non. En réalité, même ceux qui font de l'esthétique, ils sont confrontés à d'énormes problèmes d'ordre juridique, parce qu'il y a des patients pour lesquels vous allez faire des gestes, vous allez faire du laser, vous allez faire un peeling, vous allez faire, je ne sais pas, des fils tenseurs, des injections. Ça complique. Les complications dans tout geste, c'est un pourcentage. Vous pouvez compliquer même si vous êtes très performant. Et quand ça complique, eh ben, c'est la casse. Vous êtes devant les robes noires n'aiment pas les robes blanches, les blouses blanches. Donc, en plus, dans l'esthétique, ce n'est pas comme dans la médecine. Dans la médecine, moi j'ai fait le traitement, c'est des effets secondaires du traitement, c'est décrit, c'est bon. Ça s'arrête ici. Dans l'esthétique, non. Vous n'êtes pas protégé comme dans le côté médical. Dans l'esthétique, vous faites un truc, elle vous a demandé de gonfler ses lèvres, vous lui faites une injection d'acide hyaluronique, et ben, dans les suites de l'injection, elle nécrose. Vous avez injecté au niveau d'une artère, erreur technique, suite peut-être à un problème anatomique, c'était une variante anatomique qui était rare. Le jour où vous êtes devant le juge, il vous pose une seule question. Est-ce que l'injection libère la lésion? Oui, non. Si ce n'était pas l'injection, elle n'aurait pas la lésion. D'accord? Donc l'esthétique, easy money, oui, c'est de l'argent, mais ce n'est pas si easy que ça. Vous risquez de casquer un jour ou l'autre. Al-raha ou beaucoup de draham ou l'istijmam. C'est toujours la même idée. Alors, si je dois dire un truc, avant de terminer, il faut aller voir le service, voir les malades, voir ce qu'on fait. Parce que l'idée que vous avez, c'est toujours l'idée du grand public. Dermato, c'est raha ou istijmam, c'est pathologie esthétique, etc. Il faut venir voir. يقولوا تاع dermato, يقلقوا tellement ما كانش l'ambiance, ديما يشوفوا les mêmes lésions. Pas vraiment. Sincèrement, moi j'ai actuellement 12 ans d'expérience. En 12 ans d'expérience, j'apprends chaque jour, je vois des nouvelles lésions chaque jour, je lis chaque jour. Et c'est ça qui me laisse, qui me donne encore de l'envie de rester dans le public. Si on n'apprend rien, si vous voyez la même chose chaque jour, vous ne le public, on sort en privé, ça ne sert à rien du tout. Donc, le fait qu'on reste dans le public, c'est qu'on apprend, qu'on avance. Si on n'avance plus, à le moment où vous n'avancez plus dans un truc, il faut changer, il faut arrêter, faire autre chose. C'est ça le principe. Ensuite, ça c'est des clichés. Moi, je ne sais pas, je garde toujours en tête Scrubs. Dans la série, ceux qui l'ont suivi, il y a le dermato. Quand est-ce qu'on appelle le dermato? C'est vraiment c'est la cata. Je me souviens d'un épisode, ils ont appelé le dermato. Alors le responsable des urgences est venu. Vous avez vu ce que j'ai dû faire? J'ai appelé le dermato. Parce que le dermato, il ne faut pas appeler le dermato. Le dermato, il ne fait rien. Il se croise les doigts. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous croiser les doigts. Vous pouvez faire que de l'esthétique. Il y a des gens que je connais, c'est des amis. Vous pouvez faire que du laser. C'est un choix personnel. Faire du laser du matin au soir, vous gagnez beaucoup. Alors, tibni villa, tibni château, rabbi sahel. Mais tu oublies le reste. Tu laisses tout ce que tu as fait côté médical et roh. Tu ne fais que ça. Tu peux te spécialiser en esthétique, faire de la mésothérapie, faire des fillers, faire des fils tenseurs, etc. Mais c'est ça la médecine. Il y a un pseudo, tu ne poseras pas le diagnostic, tu passeras à côté. D'accord? Il faut être
il faut plutôt avoir une vision globale, faire de tout. Ne pas faire que de la pathologie, faire de l'esthétique également, ne pas laisser l'esthétique de côté, mais pas faire l'esthétique comme étant le principal objectif. Dermato, ما فيهاش l'ambiance, quelques pommades et crèmes, وهي فرت. Alors, Bekri, le dermatologue, on l'appelait le peintre. يسميونا les peintres. Parce que علاه كانوا les dermatoses bulleuses في السيرفيس يبنتروهم بالبلو de méthylène. On mettait du bleu de méthylène من الفوق لتحت يخرجوا كامل كيما هاد الشتخوف. Donc en dermato, يسميونا les peintres في l'hôpital. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Parce que réellement, la dermato, Anaya Kijit en 2012, je suis venu en 2012, ce qui se faisait avant 2012, ou ce qu'on a commencé à faire après 2012, ça a été initié par le professeur Soumiya Baghor, elle a beaucoup changé les choses. À l'époque, on faisait 2-3 pathologies. C'était peinard, le patient il y 3 mois, tout le monde le connaît, هو يعرفنا نعرفه, توصل la visite, هو يبريزونتي روحو, ما تحتاجش البيتسا يبريزونتي. Mais après, ça a changé. On a commencé à reprendre les pathologies تاعنا, donc les maladies de système à présentation cutanée. C'était plus les internistes qui les prenaient, mais c'était nous. On a repris les lymphomes, on les prenait chez nous, on les envoyait plus à Alger. À l'époque, كانوا يبعثوهم للجزائر pour faire le traitement. On a repris les lymphomes et on a commencé à reprendre les pathologies terne. À la longue, eh ben, actuellement, c'est parmi les services les plus performants, aussi bien du CHU qu'au niveau national. Ils disent que la dermato devient de plus en plus une spécialité esthétique. Ça, c'est vrai, ce que j'ai continué à dire et redire depuis le temps. C'est toujours, la dermato, c'est une spécialité qui devient esthétique. Pourquoi? Parce que toutes les spécialités se tournent vers l'argent. Paf, l'Algérie, partout. Là où il y a de l'argent, les gens veulent faire cette spécialité-là. Là où il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien du tout. Donc même si vous partez en France, dermato, c'est parmi les premiers. Les premiers choisissent dermato. Vous partez aux États-Unis, la même chose. Donc c'est une spécialité qui est prisée parce qu'elle débouche sur des opportunités sur le plan financier. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Moi, j'ai eu une résidente qui a posé la question, elle est venue en première année, elle a dit, si vous vouliez de l'argent, كون ما درتيش خلاص ميدسين من السنه الاولى تاعك رحتي درتي فارماسي فكي فارماسي وريحي ولا راحي ديري تجاره. Moi j'ai des amis qui ont commencé le commerce ما قراوش خلاص ولا بس عليهم درك خير من les médecins. D'accord. Quand on veut faire de l'argent, on choisit autre chose. Quand on fait de la médecine, c'est d'abord une vocation. C'est un choix avant tout par rapport humanitaire. Ensuite, l'argent vient. لازم تعيش. تقدرش ما تعيش. لازم لك de l'argent. لازم لك مدخول. On peut se satisfaire avec un peu, comme on peut se satisfaire لازم لنا بزاف. Donc ça, c'est chacun qui fait. C'est des choix. Donc, c'est une spécialité qui devient esthétique, certes, mais il y a toujours beaucoup de personnes qui font de l'hospitalo-universitaire, qui font du côté hospitalier, et non pas, c'est pas par, on va dire par obligation. C'est des choix. On le fait parce qu'on aime ça. On peut sortir à n'importe quel moment vers le privé, mais on choisit de rester en hospitalo-universitaire. Il y a des personnes qui sont privées qui voulaient faire l'hospitalo-universitaire, ils n'ont pas eu la chance de passer la maîtrise. Mais quand je suis avec les postes, il n'y avait pas beaucoup de postes ouverts, ils n'ont pas pu faire. Il aurait dû faire hospital universitaire. Et ça c'est entre les deux. L'esthétique, ceux qui veulent faire l'esthétique, oui, c'est licite. Il faut se former. Il ne faut pas faire l'esthétique, apprendre sur les patients. Il faut faire des formations, ensuite commencer à pratiquer. Mais la réalité, c'est ça. Maintenant, peut-être 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus de dermato. Il n'y aura plus de service de dermato. Parce qu'on a des services, les rahou, dermato-ascitif n'existe plus, dermato-abetna n'existe plus. Vous avez des services qui avaient 5-6 profs. Ils ont maintenant un seul prof. Il viendra le moment où on va. Mais pour le moment, il y a des personnes qui essaient de travailler pour garder à flot la spécialité. Mais je كامل effort presque dire غير observer. Hein?
وفيها غاشي ياسر privé, plus de 50 par jour. Alors c'est en fonction des cas. Alors en Constantine, ما عندكش 50 في النهار. 2 personnes font 50 par jour. La plupart font, il y a beaucoup qui font moins de 10, pour vous dire. Donc pour faire, il faut pas voir la chose du côté hada, du côté combien de patients vous allez faire. Alors combien de patients vous allez faire, ça dépend de plusieurs paramètres. Tu peux être mauvais médecin, mais très bon parleur. Tu peux être un très bon médecin, mais mauvais parleur, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler, et privé, ça ne marchera pas, même si tu es très compétent. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. On ne peut pas le savoir, on les 4 ans, qui dit les 4 ans de spécialité, qui te tous les تعرف. Les patients يشتيوك يحبوك, tu as tes patients à toi, يلقى واحد خلاف ما يفوتش, لازم يفوت عندك. Donc tu commences à voir est-ce que tu vas avoir du succès ou pas. D'accord? Ensuite, faire 50, faire 100 patients, je connais qui font jusqu'à 80 patients au jour. Mais ça dépend de la personne. Est-ce que faisant 80 patients au jour, tu peux voir 80 patients d'une manière correcte? Ou là, tu vas faire la prescription, le patient يدخل في الباب, l'ordonnance est واجدة, هاك l'ordonnance وخرج. C'est la question, il faut la poser différemment. Est-ce que فيها غاشي ياسر 50 malades jour, etc. Il faut réfléchir autrement, faire ma spécialité, voir si j'ai les compétences de faire vraiment le privé, parce que le privé, tu dois convaincre, savoir parler avec les patients, être bon sur le plan scientifique, avoir de bons diagnostics, faire de bons traitements. Si on a les deux, on combine les deux, bien sûr, c'est succès assuré. Et ensuite, voir si réellement tu peux faire. Maintenant, en Algérie, si vous prenez Alger, on a des dermatos qui ne font même pas un malade jour. Le moment, ils ne font plus. Parce qu'ils ne se sont pas spécialisés dans quelque chose. Il faut faire quelque chose. Tu fais du laser, tu fais, je ne sais pas moi, de l'esthétique. Il y a des gens qui font de la dermoscopie actuellement. Ils sont équipés. Il y a même qui sont lancés dans la greffe de cheveux. D'accord? Donc, il faut choisir un créneau. Quand on choisit un créneau, on se spécialise, c'est succès assuré. Si on reste généraliste, vous voulez faire 50 malades jours, pas dans les grandes villes. Et vous allez faire les 50 malades jours. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai fait le tour. Mais Analia, personnellement, dernier truc, et j'insiste dessus, قبل ما تخيروا أي spécialité, قبل ما تخيروا خلاص, chose que j'ai faite moi-même, la dermato, je l'ai choisi en étant au service. J'ai vu le service, comment il fonctionne, j'ai vu les malades, etc. قبل ما تخير la spécialité, روح دير les stages تاعك au niveau du service اللي خيرهم. Vous avez 3 ou 4 services في راسك. نروح نشوف, ندخل, je vois les malades, je vois la prise en charge, je vois l'enseignement, comment il est fait. Tous ces paramètres doivent être inclus. لكن شفت باللي قلبك مايل لهذاك الشيء. Après avoir fait ça, je te dis ça, oui, ça me plaît, je vais faire ça. C'est que c'est bon. Par contre, les idées préconçues, les idées préconçues parce que, ah oui, c'est telle spécialité, دايما يديوها الأولين, الثانية هذه دايما يديوها الأولين, non. ما تحطوش هكا في بالك. Il faut partir, voir sur le terrain.